Bon matin tout le monde. D'abord, je ne suis plus directrice générale, j'ai perdu mon titre l'année passée. Je suis juste maître Jedi maintenant, pour de vrai. Donc, associée, je suis actionnaire, donc d'où le pourquoi associé, mais sinon, au day-to-day, je ne sais pas ça va être quoi mon prochain titre, parce que même mon père, qui était président, n'a plus de titre. Donc, aujourd'hui, je vous amène un peu dans notre environnement JPD Conseil. Chez nous, les lundis matins à 8 h, ça commence avec une heure de yoga obligatoire, donc c'est pas optionnel. Tout le monde est obligé de commencer sa semaine avec du yoga. On a énormément de team building. Si vous regardez, on est à cheval cet été pour justement sortir des sentiers battus. Et on a beaucoup de 5 à 7, je vais vous en parler, mais finalement, JPD Conseil, notre moyenne d'âge, si on enlève Jean-Pierre, est de 27 ans. Si on ajoute Jean-Pierre, ça fait augmenter. Donc, JPD Conseil, on est à Montréal, on couvre l'ensemble du Québec. On est maintenant 10. Je suis contente de dire qu'on est maintenant 2 gars parce que dans les dernières années, je n'arrivais pas à recruter des hommes. Moi, c'était ça mon problème. Puis, on est un guichet unique en conseil en management. On aide les PME à se réinventer, à croître avec les pratiques de 2019, pas celles des années 90. Puis aujourd'hui, je veux vous amener à penser que les pratiques des années 90, ça ne marche plus. Puis tantôt, j'entendais des gens qui disent les jeunes, ils veulent monter plus vite, blablabla. Bla, bla. On parle des jeunes en mal, mais en passant, c'est vous qui nous avez élevés, jusqu'à ce que je sache. T'sais, on n'a pas été élevés par des gens, puis tout le monde chiale sur nous, mais c'est nos parents qui... Vous avez tous des jeunes autour de vous, puis vous avez participé grandement à notre éducation. Donc, vous avez créé la problématique que vous vivez aujourd'hui. Donc, acceptons-le, puis à place de chialer, disons, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça? Le portrait de l'entreprise, avant, nous, on était en conseil en management. Il faut savoir, à Montréal, tu sors de l'université, tu te fais payer 100 000 sans zéro expérience. Donc, ça, c'est notre portrait. Mes compétiteurs, ils recrutent à l'université avec un salaire de base de 100 000. Ce qu'on oublie, par contre, ce qu'ils ne disent pas, c'est que les gens travaillent en moyenne 60-70 heures semaine sans les déplacements. Donc, ça, c'est un enjeu parce que je me bats nécessairement... Je ne peux pas offrir 100 000 en sortant de l'université. Deuxième enjeu, dans l'industrie en management, le taux de roulement est de 2 ans. T'es d'accord, Charlie? Et il y avait un grand manque de leadership à l'interne. J'étais toujours en train de... J'avais l'impression d'être seule à ramer avec Jean-Pierre, puis on dirait que les idées provenaient juste de nous. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a commencé par regarder les enjeux de la main-d'œuvre. Au lieu de se dire, un peu comme Cathy elle disait, il ne faut pas juste voir des problèmes, il faut voir des opportunités. Première chose, il faut faire les besoins sont différents de la génération montante. Donc, si vous regardez importance de la carrière versus la vie professionnelle, les gens ne rêvent plus juste d'une carrière. Tout le monde parle d'équilibre travail-famille. Tantôt, je le disais, c'est drôle parce que chez nous, il n'y a personne qui a d'enfants. La majorité n'ont pas de chum, puis ils me parlent tous de travail-famille. Donc, c'est une réalité. En réalité, ce n'est pas l'équilibre travail-famille qu'on devrait parler, c'est l'équilibre travail et vie personnelle. Ce qu'on oublie, les gens ont besoin d'avoir du temps pour aller prendre un verre avec leurs amis, ont besoin de savoir à quelle heure ils finissent, ont besoin de partir en voyage. Chez nous, les jeunes, là, ils trippent à juste pouvoir partir 1 mois à Bali. Puis si je leur dis non, qu'est-ce qui arrive? Ils vont donner leur démission. C'est un marché d'employés, de toute façon, qu'ils vont partir 1 mois puis ils vont aller ailleurs. Donc, il faut faire en sorte que la vie personnelle ne soit pas négligée au détriment de la vie professionnelle. Autre chose, marché d'employeur versus marché d'employés, c'est les employés qui nous choisissent. Donc, il faut arrêter de se dire crimes sont difficiles. Oui, ils sont difficiles, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. Donc, faisons face avec. Deuxième chose, hautes attentes à la sortie de l'école. Tout le monde veut devenir directeur au jour 0. Donc, comment on fait en sorte qu'il y ait l'impression qu'il soit directeur au jour 0? On est tout le temps dans les impressions. Besoin d'avancement rapide. En passant cette slide-là, c'est pour ça que je la lis, parce que c'est même pas moi qui l'ai rédigée, c'est mes employés. Je leur ai demandé c'est pour ça que je la lis, puis je suis comme, ah, ouais. Je leur ai demandé c'était quoi leur enjeu, parce que, ils sont tous jeunes, puis je leur ai demandé c'était quoi leurs enjeux de leur point de vue, puis ils m'ont sorti cette liste-là. Puis eux-mêmes dit besoin d'avancement rapide et de développement rapide. Donc, très souvent, on mélange avancement en termes de titre, mais en réalité, quand je leur parlais, ils me disaient c'est le développement, j'ai besoin de savoir que j'avance année après année, puis ce que j'ai fait cette année était différent de l'année passée. Autre point, besoin d'appartenance.
Ils ont besoin de faire partie d'une équipe, d'une famille. Puis finalement, travailler pour une entreprise qui a une vraie raison d'être. Une vraie raison d'être, ce n'est pas une mission qu'on ne se souvient pas quand je demande aux employés. Chez nous, c'est façonner les PME de demain. Puis vous demandez à n'importe qui, ils savent le dire. Donc, la raison d'être est plus forte que nos services en management. Et ça, c'est super important. Puis ça, moi, je l'ai compris parce que le jour qu'on est vraiment arrêté de modifier notre raison d'être, ça a été beaucoup plus fort. Problématique occasionnée, bien, taux de roulement élevé, je pense que tout le monde le vit. Qualité qui n'était pas toujours constante. Je ne sais pas si vous le vivez, mais je passais ma vie, moi, à éteindre des feux parce que, un client n'était pas satisfait, parce que, la personne n'a pas mis autant de cœur que je voulais. Il y avait une faible productivité puis une insatisfaction des employés. On dirait que c'était jamais assez. Je ne sais pas si vous le vivez, mais on dirait qu'il y avait toujours un besoin de demander plus. Même si je donnais une partie, j'avais l'impression que c'était toujours déchiré. Donc, comment on est devenu plus attractif? On a complètement remodelé les valeurs. Avant, on était beaucoup dans des valeurs de performance, d'innovation. Tu sais, tout le monde aime ça avoir de la valeur innovation, mais il n'y a personne qui en fait réellement. Donc, si vous ne faites pas vraiment de l'innovation, arrêtez de mettre ça. C'est vraiment pas attractif quand après, ils se rendent compte que vous innovez pas. Donc, ils viennent chez vous parce qu'ils se disent que c'est innovant. Moi, je l'avais. Puis finalement, chez nous, c'est pas de l'innovation qu'on fait, c'est de la créativité. Parce qu'on ne réinventera pas le monde, là, on s'entend. Là. Je fais du conseil en management. L'innovation, à un moment donné, est limitée. Donc, on a changé nos valeurs pour plaisir, esprit d'équipe, créativité. On choisit nos clients en conséquence. Un client que je n'ai pas de fun avec, j'y dis et je termine nos mandats. Donc, mes partenaires, mes employés, tout le monde est choisi sur ces valeurs-là. Et c'est super important parce qu'il y en a plein qui choisissent leurs employés ces valeurs, mais qui oublient qu'ils doivent aussi choisir leurs clients selon les valeurs. Puis chez nous, ça a commencé par choisir des clients qui fitaient avec nos valeurs parce que mes employés, j'avais beau leur dire « vous avez du fun, mais ce client-là, il est particulièrement chiant, mais vous allez le faire pareil. Vous allez le servir avec plaisir. » En réalité, là, les clients chiants, il n'y a personne qui les aime, puis il n'y a personne qui veut les servir. Donc, chez nous, on a éliminé, chaque année, on a une liste de clients chiants et qui ne sont plus nos clients. Deuxième élément, horaire flexible. On est à Montréal. Le trafic, si vous êtes déjà venu à Montréal, vous savez c'est quoi? Il y a du trafic 24 heures sur 24. Donc, comment on a fait? Première chose, moi, j'ai essayé le télétravail, ça fut un échec total. Donc, première chose. Pourquoi? Parce que les gens, tu sais, le télétravail le vendredi après-midi, là, on va s'entendre, là, ça n'existe pas. Il y a du télé, mais pas de travail. Puis ça marchait juste pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Par contre, on a fait un compromis. On s'est dit, on va faire des horaires flexibles. Donc, nous, les horaires obligatoires, autres que les lundis, c'est de 10 à 2 au bureau. Puis je vous jure, tout le monde est là quand même, fait toutes ces 8 heures au bureau minimum. Ils sont même là plus longtemps, ils finissent même des fois après moi. Mais je leur laisse la liberté de rentrer à l'heure qu'ils veulent, puis ils rentrent plus tôt. Bon. Ça a donné que 10 à 2, les gens qui travaillent sur la Rive-Sud de Montréal, bien, ils peuvent sauver le trafic. Ils ne peuvent pas me dire « Ah, Catherine, là, j'aimerais ça faire du télétravail. Ah. » Bien, tu fais-en avant 10 heures, fais-en après 2 heures. Mais cette partie-là, au moins, pourquoi le 10 à 2 pour nous est super important? On a une valeur qui est esprit d'équipe. Puis je ne me vois pas comment l'esprit d'équipe, ça se fait en télétravail, surtout que les gens, bien, en télétravail, c'est pas vrai, hein, que c'est super team building. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui se sentent en pyjama, là, sur ton laptop. Là. Tu ne vis pas d'esprit d'équipe. Tu peux travailler, mais tu ne vis pas d'esprit d'équipe. Nos heures travaillées, on a réduit nos horaires. Chez nous, tout le monde est payé 40 heures semaine à l'année, mais ils ont le droit de travailler un maximum de 31 heures. Comment on a fait ça? C'est que je me suis dit, moi, personnellement, à la fin de ma semaine, souvent, j'avais atteint mes objectifs, mais je me sentais coupable de pas finir à 5 heures, parce qu'il faut bien que je finisse à 5 heures. Puis, je me suis rendu compte, on a fait un test, puis on a dit aux employés, je suis convaincue qu'il y a du présentéisme. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer d'enlever le présentéisme. Ce que j'ai fait, je leur ai dit, vous me faites 31 heures de valeur ajoutée. Donc, ça, pourquoi vous êtes embauché? Vous êtes consultante, vous faites du conseil, tu es en marketing, tu fais du marketing, etc. Ton compte de dépenses, c'est pas faire du conseil, c'est de la non-valeur ajoutée. Et le résultat de moins travailler, en fait, on a eu une productivité qui a augmenté de 50 %. Donc, au lieu de 6 livrables par semaine qui étaient livrés, on est rendu à 9, puis les gens travaillent moins.
Et ça, pour nous, ça a été une révélation immense. On a beaucoup lu sur le sujet, mais demandez à vos gens de faire 40 heures, ils en font 40. Demandez-leur d'en faire moins, ils en font plus. Je sais pas, mais c'est la réalité. Puis ça marche vraiment en passant le 31 heures. Ça marche réellement. Arrêtez de... 40 heures, là, à un moment donné, c'est sûr que qui n'ouvre pas une page web? Qui ne prend pas ses textos? Ça, c'est faire semblant. Il y en a qui interdisent là, les cellulaires, puis tu n'as pas le droit d'avoir de vie personnelle au bureau. Oubliez ça. Les gens, ils ont des vies personnelles au bureau, puis ils ont des vies, leur bureau, ils l'amènent à la maison. Donc, faire en sorte que ces deux vases complètement séparés, c'est pas la réalité. Moi, je leur demande, je me dis, tu fais 31 heures à valeur ajoutée par semaine, je te fais confiance, et ça fait en sorte qu'on a une grosse productivité en conséquence. Activité spéciale, team building. Chaque mois, il y a des 5 à 7. On fait, chaque mois, il y a les filles, parce qu'en passant, on dit les filles, parce que chez nous, Jean-Pierre a décidé que tant et aussi longtemps que les filles étaient majoritaires en nombre, on parlait des filles. Tant que les gars n'auront pas pris le dessus, on parle au féminin. Notre site web est au féminin. C'est l'idée de Jean-Pierre, c'est pas mon idée. Donc, vous voyez, mon père est quand même super ouvert. Puis, les team building, pour nous, c'est super important. On fait du bénévolat. Donc, il y a une journée par mois qui est consacrée à faire du bénévolat pour une cause que les filles ont choisie. Donc, là, présentement, c'est un centre pour la jeunesse à Laval que les filles vont passer une journée qui sont payées par mois. Puis, ça fait du team building. Puis, vous savez quoi? Bien, c'est drôle. Leur raison d'être personnelle est allumée aussi parce qu'ils peuvent avoir une raison d'être au travail, mais des fois, ils ont une raison d'être personnelle. Puis, de toute façon, en bout de ligne, là, cette journée-là qu'ils travaillaient, supposément, souvent, ils faisaient autre chose que de la valeur ajoutée. Donc, on fait beaucoup de team building par le bénévolat. Des 5 à 7 tous les mois, non négligeables, et ils ne sont pas obligatoires, mais il n'y a jamais personne d'absent. Puis, le 5 à 7, on paye l'alcool. Chez nous, on a un cellier. Il est plein, puis il se vide vraiment rapidement. Puis, les gens, bien, ils ont le droit de se servir du vin à partir de 2 heures. C'est ça la règle. Pas avant, mais 2 heures, tu as le droit. Puis, c'est au départ, bien, puis, vous savez, on n'a pas de problème d'alcoolisme, là. Ça va super bien. Les gens, des fois, sont un peu fatigués, puis ils se disent, là, il y a 2 heures, il y a une bouteille de vin qui est ouverte. Même si ce n'est pas un 5 à 7, ils chinent, puis bon, ben, ils disent, OK, on a un rush, on continue jusqu'à 7 heures. Avant, là, je vous garantis qu'à 5 heures, il n'y avait plus un chat chez nous. Là, ils ont le droit au vin, ça me coûte vraiment pas plus cher. Je paye du popcorn puis du vin à volonté. Puis ça fait en sorte que les gens restent plus tard chez nous. Que ça vaut vraiment l'investissement. Petit truc. Retraite stratégique. On implique tout le monde chez nous dans les retraites stratégiques, incluant la stagiaire. L'année passée, on était à Stoneham. Et cette année, on va en République dominicaine. Tout le bureau ensemble, pendant une semaine. Salaire payé, dépenses payées, toutes. Puis, il y en a plein qui me disaient « Ouais, ça va te coûter cher, blablabla. » Bien, en réalité, moi, j'ai juste pris mon budget de bonus que je donnais à Noël. Je ne sais pas s'il y en a qui donnent des bonus de Noël. J'ai pris ce budget-là. Je me suis dit combien ça me coûtait mon taux de roulement par année. Finalement, ça me coûte bien moins cher de les amener en République dominicaine que de tout refaire mon processus de recrutement chaque année. Parce que vous savez quoi, je ne sais pas si vous le vivez, là, mais les gens, avant Noël, ils commencent une petite dépression automnale. Là. Puis là, ils commencent à se questionner sur leur vie, puis ils commencent à postuler ailleurs. Moi, je me suis rendu compte dans les années que les gens quittaient souvent après Noël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé leur sélection de nouvel employeur avant Noël. Que moi, ce qu'on s'est dit, on va mettre ça avant Noël, tout le monde va être heureux, que quand ils vont revenir, on va être super content. Que là, tout le monde, en ce moment, travaille cet automne avec l'idée qu'on part une semaine en République dominicaine. C'est pas pire, hein? C'est une motivation. Ça ne coûte pas plus cher. Puis, finalement, une des choses qui a vraiment fait la grosse différence chez nous, c'est l'entreprise responsabilisée. Si on parle de l'holacratie, entreprise libérée, nous, on appelle ça chez nous l'entreprise responsabilisée. Pourquoi? Parce que le mot « libéré », c'est pas vrai. Là. Il n'y a pas de libéré. Le pouvoir est libéré, mais c'est pas une jungle et que ça ne vient pas du communisme. Et ça fait en sorte qu'on a enlevé la hiérarchie. Puis ça, bien, tantôt, la table, il disait drôlement, mais c'est vrai, on est devenu beaucoup plus attractif. On ne l'a vraiment pas fait pour ça, en passant. Nous, on a fait ça par pur égoïsme parce que Jean-Pierre travaillait trop, puis moi, je ne voyais pas comment j'allais reprendre la relève de JPD Conseil en étant 80 heures semaine, partout au Québec, avoir des enfants là-dedans, oubliez ça. On l'a fait parce que Jean-Pierre, son rêve, c'est d'avoir une 3e génération. Il n'y a pas encore de petits-enfants nés, qu'il faut commencer par ce qui est une 2e. Ça a été pas plus...
ça n'a pas été fait pour les employés, on l'a fait vraiment pour nous. Puis, aujourd'hui, je suis capable de dire que ça fait de la rétention puis de l'attraction. Mais je ne l'ai vraiment fait pas pour la rétention et l'attraction, je l'ai fait parce que ça nous tentait de le faire comme entrepreneur. Donc, ce qu'on fait pour recruter autrement, nous, on est très présents dans les universités. On travaille étroitement avec la HEC de Montréal et la Polytechnique. On leur fait faire des stages, des affaires d'observation, on leur organise des 5 à 7. Ça ne coûte rien. Puis ça fait en sorte que ce n'est pas nécessairement ces gens-là qui viennent au 5 à 7 qui nous réfèrent en passant, c'est même pas ça. C'est souvent, ils vont nous référer des amis de... Ça fait parler, donc ça fait, au lieu de faire de la promotion publique, bien nous, ça nous coûte moins cher de cette façon-là. Démonstration de la culture à travers les médias sociaux. Je reçois chaque semaine des candidatures que je dois dire non. Moi, mon problème, c'est que je reçois trop de candidatures. Hier encore, il y a une Française qui débarque, puis elle me dit « je suis là le 23 novembre à Montréal, j'ai décidé de venir vivre à Montréal, est-ce qu'il y a la possibilité de faire d'avoir une candidature spontanée? » Nous, on reçoit trop de candidatures spontanées. Notre dernier poste, on hésitait entre 2. Puis là, on était comme « merde, on choisit laquelle? » Puis là, on essaye de ne pas faire de peine, puis de se dire peut-être que cette personne-là va être intéressante. Puis ce que les gens nous trouvent via Facebook et Instagram, c'est un méchant beau problème. Recrutement par l'équipe pour l'équipe. Moi, je ne fais plus de recrutement. On ne fait pas d'affichage de poste. Les gens à l'interne, dans l'équipe, ils partent à la recherche sur les médias sociaux. Comment on fait, nous? Oubliez ça, l'affichage de poste, là, ça ne marche plus. Les gens sont tous dans des jobs. Il n'y a personne qui attend que le job lui soit offert, etc. Les gens intéressants, les employés intéressants sont dans des entreprises. Mais toutefois, on sait qu'un employé sur 2 est malheureux dans sa job. Qui n'attendait pas d'aller, qui cogne à votre porte. Souvent, il ne s'en rend même pas compte qu'il est malheureux ou c'est pas qu'il y a des nouvelles opportunités. Que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher. On va chercher, on demande tout simplement aux gens qu'on trouve intéressants. On a un poste ouvert. Connais-tu quelqu'un qui serait intéressé à travailler dans une entreprise que le plaisir, la créativité et l'esprit d'équipe est au cœur de nos valeurs? Et on a énormément de candidatures de cette façon-là. Recherche à l'interne par nos réseaux, pas d'affichage externe. Donc, pourquoi pas d'affichage externe? Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous, ça marche, mais moi, ça ne marchait pas, donc ça ne sert à rien de payer. Moi, mon but là, dans la vie, c'est de faire plus avec moins. Donc, ça me coûte le moins possible, je sois plus rentable, puis qu'on ait le plus de résultats possible. Ça, on appelle ça de l'innovation de valeur. Donc, comment faire en sorte que j'aille plus en me coûtant moins? Donc, et ça coûte quoi? Ça coûte du temps, d'énergie. Vous savez quoi, les gens, ils sont tellement motivés. Là, on a une stagiaire en ce moment, ils ont fait peur à notre dernière stagiaire, ils étaient trop motivés, ils avaient trop hâte 40, tu sais. Qu'ils font des gros processus d'entrevue, ils font une fête, etc. Les gens chez nous, quand c'est le temps de recruter, ils aiment tellement la personne qui recrute que le processus d'accueil, après 2 semaines, les gens ils me disent « Crème, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je travaille ici. » Résultat, poste comblé en moins de 3 semaines. Donc, quand on a un besoin, en moins de 3 semaines, il est comblé. Augmentation de la fidélisation. Avant, mes gens, honnêtement, ils tournaient en moins d'1 an. Maintenant, les gens ont tous plus d'1 an, à moins mes deux derniers. Là. Mais même ma stagiaire a 1 an d'expérience. Tu sais, j'étais comme moi, un stagiaire, habituellement, ça passait 3 mois puis c'était fini. Mais même ma stagiaire est là. Productivité augmentée, je vous en ai parlé, de 50 % puis ça se maintient encore aujourd'hui. Chez nous, là, les gens, ils gèrent le budget d'employés, donc ils gèrent le budget au complet. Puis c'est ma stagiaire Noémie qui est padawan, qui fait les budgets de l'entreprise au complet. Puis elle dit à Jean-Pierre, bon ben, tu as trop dépensé dans ton voyage d'affaires, je sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais fais plus ça. Puis ça fait en sorte que les gens ils ont une belle responsabilisation. Puis Jean-Pierre était comme tabarouette. Noémie, elle me demande pourquoi j'ai dépensé là-dessus. Puis tu as-tu répondu? Il dit ben oui. Ben, si tu es à l'aise, réponds-y. Si tu n'es pas à l'aise, ça veut dire que tu n'aurais pas dû le faire. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. On implique énormément les gens. Puis je me bats aujourd'hui à faire rentrer des gens chez nous. Ils ne veulent pas embaucher. Ils me disent non, Catherine, on est capable, on a de la productivité. Je suis comme oui, mais je m'en vais pour vous rentrer 30 % d'augmentation des ventes. Vous allez faire comment? On va s'arranger. OK. Avez-vous déjà entendu des employés qui disaient « Non, j'en veux pas de collègues, on va être capable ». Habituellement, tout le monde on manque d'efficacité, blablabla. Chez nous, c'est tellement important, la productivité, puis ils tiennent tellement ça à cœur qu'ils me disent « Non,
Ils préfèrent dire on va travailler ensemble, on va travailler mieux, on va travailler plus intelligemment que d'embaucher une nouvelle personne. Disparition de la gestion des conflits de discipline. Ça a été mon plus beau cadeau parce que qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les RH, c'est quoi? C'est les avertissements, c'est toutes les évaluations, c'est toutes les affaires négatives. Chez nous, j'ai pas congédié personne depuis 2 ans, mais il y a des personnes qui sont parties. Puis ils ont eu des parties de départ. Pourquoi? Parce qu'ils ne fitaient pas dans les valeurs. Ils se sont rendus compte, ils ont dit à leurs collègues, bien, je pense que moi, la performance est plus importante que l'esprit d'équipe. Puis je vais me trouver un emploi où la performance est plus importante que l'esprit d'équipe. Puis là, les gens sont super heureux parce qu'ils se disent « Yes! Elle va être heureuse dans sa nouvelle job. » Donc, chez nous, il y a des parties de départ. Comme si c'était des parties à la retraite, mais ils changent de job. Plus de gestion de conflits. Là, il y a encore des conflits, on est des filles, hein? On s'entend? Mais c'est vraiment super adulte maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive s'il y a un conflit? Ils s'assoient et se parlent. Avant, moi, c'était tout le monde ramenait dans mon bureau, là, puis là, tout le monde se parlait. L'entreprise responsabilisée a été beaucoup pour nous pour ça. Puis ça fait en sorte que les gens, bien, étant donné qu'ils choisissent leurs collègues, tu sais, viens pas me chialer contre que tu as fait une mauvaise embauche. Tu la trouves fatigante, ta collègue, c'est toi qui as signé son contrat de travail. Donc, on s'en reparlera plus tard. Donc, le fait que les gens embauchent leurs collègues, le fait qu'ils s'auto-évaluent entre eux, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas venir chialer. Et ça fait en sorte que les gens, le pouvoir de l'équipe est beaucoup plus fort que le pouvoir du gestionnaire. Parce que tu te sens beaucoup plus redevable envers tes collègues, souvent, qu'envers ton patron, parce que ton patron, tu ne travailles pas au day-to-day avec eux. Prochain défi, mettre la barre toujours plus haut pour assurer le développement des talents. Chez nous, mon problème en ce moment, c'est de m'assurer que les projets sont assez intéressants pour que les filles aient envie de travailler dessus. Donc, moi, quand je rencontre un client, je propose toujours le projet à l'équipe. Puis, est-ce que ça vous intéresse? Que mon défi de vente maintenant est même pas je choisis mes clients parce que sinon, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des projets que personne qui veut être dessus, bien, ça sert à rien que je les développe. Donc, c'est toujours d'avoir des projets plus intéressants, des clients intéressants, des gens motivés. Pourquoi? Parce que le développement à l'interne, nous, se fait par les compétences, puis ils veulent toujours pousser la barre plus haute. On veut façonner les PME de demain, on ne veut pas redresser les PME d'hier. Donc, ça fait en sorte qu'on choisit vraiment de façon très différente nos clients. Prochain défi, présence géographique étendue. Mon rêve étant de couvrir le Québec, le rêve de Jean-Pierre étant de passer sa retraite en Europe. Donc, on a un double étendue géographique qui s'en vient, c'est-à-dire les bureaux régionaux au Québec, partout au Québec, qui va se faire d'ici les 2 prochaines années, et en Europe d'ici les 5 prochaines années. Ça, pour moi, c'est un défi. Parce que de la culture, ça se vit très bien quand on est tous ensemble. J'ai hâte de voir comment je vais être capable de maintenir une culture, puis on en parlait à notre table, comment on maintient une culture quand on n'est pas assis dans le même bureau. Pour moi, ça, c'est un défi. Et mon défi RH, c'était mon dernier point que je voulais laisser tomber, c'était la rémunération 100% autonome. Cette année, en janvier, les gens, ils vont s'auto-augmenter. Donc, ils vont s'asseoir ensemble. Même la stagiaire va faire partie de ça. Puis ils choisissent. Puis Jean-Pierre puis moi, on ne fait pas partie de cette réunion-là, puis ils vont aussi choisir mon salaire. Donc, j'ai vraiment hâte. Je veux savoir combien je vais pouvoir faire. Mais on est rendu à l'étape où que les gens choisissent leur salaire. Donc, en fonction de leurs compétences, en fonction des rôles et responsabilités qu'ils jouent à l'interne. C'est quand même un défi parce que quand on parle d'argent, c'est toujours sensible, mais je pense qu'on est rendu là. Puis, chez nous, les gens, là, chaque semaine, il y a un chasseur de tête qui appelle une de mes filles, puis je le sais parce qu'ils me le disent. C'est comme rendu à la bague, c'est qui s'est fait appeler cette semaine. Ça. Puis, ils se font toujours offrir des salaires extrêmement élevés. Parce que ma compétition, si vous vous en souvenez, bien, ils sont à 100 000 et plus. Chez nous, ils ne sont pas à 100 000 et plus. Ils sont dans des bons salaires, compte tenu qu'ils travaillent 31 heures semaine. Ils sont payés plus cher horairement que dans les autres firmes. Mais il y a toujours l'appât du gain. Mais les filles, ils viennent me voir et ils me disent tu sais quoi, Catherine, on n'a pas envie de partir. Parce qu'ici, on le sait qu'on est bien puis on sait qu'on peut se développer dans nos forces. Donc, vision du futur, vous voyez, on est quand même, on est jeunes. Il y a Jean-Pierre, on a des chiens aussi. Puis, ma vision du futur, bien, c'est d'être encore un cabinet qui va être innovant, qui va relever ce défi de main-d'œuvre-là
À mon avis, le problème de main-d'œuvre, c'est un faux problème. Il y a plus un problème de mauvais employeurs que de pénurie de main-d'œuvre. Parce que je peux pas croire que, on s'entend, mon branding est nul à chier. Hein? JPD Conseil, c'est pour Jean-Pierre Dubé Conseil. Donc, j'ai rien de sexy en termes de branding. Puis, j'ai réussi à recruter des filles qui sont des premières de classe. J'ai de la crème, de la crème. Chez nous, c'est des ingénieurs, puis des bachelières, puis des maîtrises, puis qui ont toutes fini première. J'ai réussi à attirer des premières de classe en étant un petit cabinet, puis en n'ayant pas un branding comme Bombardier peut l'offrir à ces finissants-là, parce que c'est Bombardier, honnêtement. Nous, à Montréal, vous, c'est des Rio Tinto, etc. Moi, c'est Bombardier. mon pire ennemi, puis qui recherche tout. Pourquoi recruter autrement? Je vous présente d'ailleurs nos 2 collègues canins, Clara et Mia. Les chiens sont les bienvenus chez nous. Laurence est arrivée, puis c'est notre dernière recrue. Puis Laurence, c'est son chien Mia. Puis elle m'a dit moi, je travaille sur la Rive-Sud. Elle dit je me suis toujours sentie coupable de laisser mon chien. Ça fait quoi un chien? Ça fait rien dans une journée. Là. Et pourtant, ça ajoute énormément de joie chez nous. Donc, pourquoi recruter autrement? Pour développer les gens plutôt que faire de la discipline. Moi, mon focus aujourd'hui, c'est de dire comment je vais faire en sorte que mes gens aient l'impression d'avancer constamment. Je ne fais même pas de discipline. Avoir la crème de la crème plutôt que de se satisfaire de la moyenne, parce qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, mais on oublie de dire que même dans ceux qu'on a à l'interne, on n'a pas des top-top. Je ne sais pas si tout le monde se dit qu'ils vont gagner la Coupe Stanley avec leur équipe, là, mais moi, j'y crois que je peux gagner la Coupe Stanley avec mon équipe. Mais on parle beaucoup qu'on a de la misère à combler les postes, mais quand ils sont comblés, est-ce qu'ils sont réellement comblés par les personnes que vous voudriez ou c'est parce que c'est par dépit? Moi, avant, c'était par dépit souvent. Puis qu'est-ce que ça fait par dépit? Bien, ça fait une entreprise qui a des résultats financiers moyens. Ça fait comme entrepreneur qu'on n'avait pas de fun. Parce que pourquoi? Bien, on n'avait pas les moyens de nos ambitions. Aujourd'hui, j'ai les moyens de mes ambitions. Puis rêver à la croissance plutôt que parler de pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est le fun comme entrepreneur. C'est le fun de se dire que mon problème, c'est de savoir quel mandat choisir pour que ça se passe bien, plutôt que de dire, quelles ressources je vais prendre pour réaliser ces mandats-là. Donc, pour moi, recruter autrement, c'est pour ça. C'est pour avoir du positif plutôt que du négatif. Puis dernièrement, je suis dans un club de relève, moi, puis on avait tous nos pères qui étaient là, qui ne font pas nécessairement partie d'un groupement. Puis, il y en a un qui disait, moi, je ne crois pas qu'on peut aimer tout ce qu'on fait dans la vie. Il faut, tu sais, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Ça allume personne. Hein? Pensez pas avec ce discours-là attirer des gens. Chez nous, ce que tu n'aimes pas faire, tu le feras pas. Moi, j'aime pas ça faire des choses. Je le fais. Je suis la première à pas aimer RH. Puis pourquoi j'ai commencé à recruter autrement, c'est parce que je détestais tellement ça. Je me suis dit, je vais pas endurer ça toute ma vie. C'est pas vrai. Je n'ai pas décidé d'être entrepreneur puis de reprendre la relève d'une entreprise pour faire des choses que j'aimais pas. J'ai décidé de faire ça pour faire des choses que j'aimais. Donc, moi, je vous lance la balle. Pourquoi vous endurez depuis si longtemps faire quelque chose qui vous fait chier tous les jours? Je comprends pas. Sinon, soyez employé. C'est bien plus simple. Donc, mes 3 meilleures pratiques. Processus de recrutement par les employés. Arrêtez de recruter, là, c'est tellement plate de toute façon faire ça, puis les gens aiment tellement ça, faire ça. Je vous jure, là, moi, mes processus de recrutement sont rendus tellement élevés, je ne savais même pas qu'on pouvait être aussi difficile avec des employés, puis aussi tough, ils font des études de cas, des tests psychométriques, puis après, ils leur font des mises en situation. Tabarouette, ils mettent la barre élevée, mais ils mettent tellement la barre élevée qu'après, quand la personne rentre, bien, ils sont assurés qu'elle va fitter. Laissez vos employés faire, ils ont assez de créativité, puis honnêtement, ils sont beaucoup plus sévères que vous pour choisir. En tout cas, moi, ils sont 4 fois plus sévères. Bâtir une culture en sélectionnant selon les valeurs. Commencez par les valeurs. Si vos valeurs ne sont pas attractives puis ne vous rejoignent pas, arrêtez, là, commencez. Il n'y a rien qui va changer. Commencez par vos valeurs. Vos valeurs sont-elles attractives? Est-ce qu'elles vous parlent? Est-ce qu'elles vont parler aux gens de demain? Sinon, bien, parlez donc à votre relève, peut-être qu'elle va pouvoir vous aider. Puis, finalement, faire travailler les gens dans leurs talents. Chez nous, là, les évaluations ne sont pas sur leurs faiblesses. Nomme tes faiblesses, ça veut dire qu'on ne te fera jamais travailler là-dedans. Jamais. Tu sais, il y en a qui me disent, comment tu évalues les gens selon leurs valeurs? Moi, j'embauche les gens selon les valeurs. Je ne vais pas commencer à les évaluer selon les valeurs. S'ils ne font pas des valeurs, ils ne sont plus là. Donc là, on arrête, là, déjà là, en partant. Les comportements qui ne sont pas en fonction des valeurs, les gens, je ne veux pas les évaluer, je ne les veux pas.
Donc ça, c'est la première étape. Puis deuxième étape, arrêtons de parler des faiblesses. Tu as de la misère en gestion de projet, bien, arrête d'en faire. Ben, c'est la chose la plus simple à faire. Tu es bonne en quoi? Tu es bonne en développement des affaires. Elle est poche en développement des affaires, elle est bonne en gestion de projet, mais travaillez donc ensemble. Donc, chez nous, si vous avez quelque chose à faire, arrêtez de focusser ces faiblesses de vos gens, puis commencez donc par regarder c'est quoi leur talent, puis les faire travailler selon leur talent. Puis ça, vous allez voir, c'est tellement plus le fun. Puis les gens, bien, à l'interne, ils se sentent beaucoup plus motivés. Ils se disent que même s'ils ont une faiblesse, ils lèvent, puis on en rit. Nous, on a nos prix citron à l'interne, qui est la pire. Moi, chez nous, mon prix citron, moi, je suis la pire. Je fais tout le temps les gaffes, genre de divorce, quand je savais pas que c'est des ex-femmes et maris dans ma salle. T'sais. Ça, c'est mon genre. Moi, je fais tout le temps les gaffes de ne pas savoir, de manquer un peu de politique. T'sais. Mais c'est ça. On ne me fait pas faire des choses où il y a plein de politique. Puis Camille, bien, vraiment pas en gestion de projet, mais est excellente en toute compréhension des besoins. Qu'on ne fait pas faire de gestion de projet, on fait faire de la compréhension des besoins. Bref, s'il y a 3 choses à retenir puis que je recommande, puis ça s'applique que vous soyez en entreprise responsabilisée, libérée ou en super traditionnelle, ça se fait. Voilà. Merci. C'est tout. Catherine, wow, j'adore ça. Catherine a dit souvent, l'entrepreneur de demain, les PME de demain, eux sont une entreprise d'aujourd'hui. Oui. Vraiment. La réalité est tout le temps en avance sur nous. Hein? Donc, vous pensez davantage dans l'aujourd'hui. Au groupement, on est une entreprise aussi responsabilisée. Tiens, je vais utiliser ton terme là, depuis 2 ans et demi. Il y a une trentaine d'entrepreneurs actuellement au groupement qui sont en cheminement vers cette transformation-là. Donc, ce n'est pas des vœux pieux, c'est une réalité et ça se fait vraiment. Est-ce que vous avez des questions pour Catherine? Oui, Martin? Félicitations. C'est plein de choses qui me parlent beaucoup. Mais tu as frôlé le sujet qui correspond à un de tes défis, là, c'est démultiplier ton leadership du point de vue territorial pour être capable de faire vivre cette culture-là. Tu te questionnes, mais en même temps, tu as des objectifs dans 5 ans d'être partout au Québec, puis dans 5 autres années, être à l'international. Tu te questionnes, mais tu dois avoir des pistes de réflexion déjà entamées si tes objectifs sont déjà établis. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. En fait, nous, je sais que ça va passer par... Ça ne sera pas nécessairement des employés. Donc, déjà là, en partant, je sais qu'il y a un besoin d'appartenance. Puis ça, même mes employés à l'interne me parlent d'actionnariat, que là, clairement, régionalement, il va falloir qu'il y ait ça. Donc, ça va passer, entre autres, par des partenariats d'actionnariat. Donc, déjà là, cette partie-là. Puis, ça va passer par une recette chez nous qui a vraiment été gagnante. Chez nous, on ne recrute pas des gens qui ont déjà fait du conseil. On recrute juste des gens qui ont un savoir-être. Dès que tu as fait du conseil, si tu as aimé faire du conseil, on ne te veut pas. Donc, pourquoi? Parce on recrute vraiment selon la culture. Puis si tu as aimé faire du conseil, on fait tellement du conseil différemment que clairement, tu ne fitteras pas dans la culture. Je sais. Si tu as aimé travailler chez mon compétiteur, tu n'aimeras clairement pas travailler chez nous. Puis c'est clair qu'un des enjeux, ça va être vraiment c'est d'identifier le savoir-être, mais qui va passer aussi par de l'actionnariat de ces personnes-là. Puis ça, je suis contente parce que pour moi, comme relève, j'avais pas envie de partager le JPD Corpo, mais j'ai vraiment envie de partager le régional puis l'européen. Ça m'allume beaucoup. Puis pour moi, c'est de l'intrapreneurship. Puis on s'en va en République dominicaine, puis même à l'interne, je veux que ça soit plus développé. Que oui, ça va passer par là. Autre question? Vas-y, Martin. Excusez, parce que ça m'intéresse, qu'est-ce que tu veux? Une entreprise conseil qui a une moyenne d'âge de 27 ans. Oui. Bien, j'ai un paradigme. Oui. Moi, il me semble que quand tu donnes des conseils à 27 ans, généralement, tu sors pas mal de l'école. Oui. Bien, vous allez probablement être appelé éventuellement à avoir de la profondeur. Tu sais, là on jase. Là. Ah oui, je sais, je me le fais dire tous les jours. En termes d'expertise puis d'expérience. Peut-être que je me trompe. Bon, bien, si c'est le cas, est-ce que vous anticipez avoir des gens avec plus vieilles? On les a déjà eus.
OK. Puis ça ne fait pas parce que La culturellement, satisfaction client était de 7 sur 8 sur 10. Maintenant, j'étais à 9,8 sur 10. Donc, déjà là, c'est un enjeu. Là, tu dis donc que c'est un paradigme que j'ai? Ah, ben oui. On pense, c'est bon. Mais en fait, c'est quoi? Tu l'as dit toi-même d'entrée de jeu. Non, mais ce que j'explique tout le temps par rapport à, oui, on est extrêmement jeune. Toutefois, chez nous, on fait 20 de notre temps de la recherche et développement. Chez nous, les gens qui sont chez nous, c'est pas parce qu'ils ont perdu leur job de VP qu'ils sont devenus consultants. OK? C'est pas parce qu'ils ont été rejetés d'une entreprise qu'ils ont devenu consultants. En passant, j'ai fait mon bac sur c'était quoi le marché de la consultation avant de m'embarquer là-dedans. Et on a plus de consultants au Québec qu'il y en a en France. On n'est pas la même population en passant. Puis ici, c'est pas reconnu comme une profession, c'est reconnu comme justement basé sur l'expertise. Mais tu sais quoi, tu as passé 20 ans dans une entreprise. Est-ce que c'est 20 années, est-ce que c'est 20 années de nouveautés que tu as vues? Pas nécessairement. Puis chez nous, une personne va voir 30 PME en un an, va avoir travaillé sur 30 mandats en un an. Puis toutes nos connaissances sont 100% documentées. On est basé sur l'expertise de demain et pas celle d'hier. Que oui, c'est un enjeu, mais on fait ça vraiment différemment. J'adore ça. Parce que, dans le fond, ce que ça permet de faire aussi, c'est que toute l'expérience cumulée est tellement dans le chemin aussi. Parce que ça empêche de voir le neuf, ça clairement. empêche la créativité, puis c'est de ça de plus en plus pour rencontrer la complexité que les organisations ont besoin. Catherine, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est ton ancrage. S'il y a quelque chose qui est assez évident dans ta conférence et qui doit l'être dans l'entreprise, c'est la droiture que tu as en dedans de toi comme leader. Il y a beaucoup de distribution. Vous avez distribué le pouvoir, l'autorité. Vous êtes dans une autorité avec, mais en même temps, il y a quelque chose qui est très clair. C'est que les valeurs sont non négociables, puis que la structure comme elle est, les décisions que vous avez prises sont inébranlables et ça se sent à travers toi, tu sais. Oui. Puis ce que Catherine n'a pas dit, c'est que quand ils ont décidé de s'en aller là-dedans, ils ont eu un taux de roulement de 100 100 yeah! Ils ont-tu reviré de bord? Et non, ils n'ont pas reviré de bord. Puis ils ont les résultats aujourd'hui parce qu'ils avaient la conviction profonde que c'était ça. Je voulais le dire parce que c'est vraiment tout à votre honneur. Parce que ça l'arrive quand vous décidez d'avancer puis changer votre structure, ça crée du chaos. Mais garder le cap dans l'adversité, c'est pas évident. Mais je trouve que ce serait intéressant de t'entendre là-dessus en finale. Oui. Parce que je trouve que c'est tout à votre honneur, dans le fond. Il y a quelque chose qu'on s'est rendu compte. Puis, il y en a plein qui vont prendre l'entreprise responsabilisée pour... pas pour les bonnes raisons. C'est pour ça que quand je disais, chez nous, c'était vraiment égoïste. C'était pas pour attirer, c'était pas pour recruter, parce que faites pas ça pour ça, tabarouette, ça vous passerait pas à travers la tempête. On a connu énormément de taux de roulement parce que, tu sais, mon adjointe, moi, est partie le jour où j'ai décidé que les états financiers devenaient publics. Donc, les gens avaient accès à mon logiciel comptable en temps réel. Tout le monde avait un accès en visibilité, là, on s'entend. Là. Pas tout le monde pouvait jouer dedans, mais tout le monde pouvait voir tout ce qui se questionnait. Puis mon adjointe, qui était ma commis comptable à l'époque, elle a décidé de quitter parce qu'elle a perdu son pouvoir informationnel qui était lié aux chiffres. Et j'ai connu énormément de taux de roulement pour des choses aussi banales. Tu te dis, hey, ça va être le fun, ils vont gagner des choses, puis tout ça. Mais en réalité, mon plus gros enjeu, c'est parce que moi, j'ai des gens, ils sont tous en génie, ils ont tous des bacs minimum, et ils rêvaient tous d'être VP chez Bombardier un jour. Tu sais, chez nous, c'était ça, là. C'est ça le portrait. Puis c'est très difficile en entreprise libérée, responsabilisée à holacratie. Dites-vous que les gens que vous allez connaître du taux de roulement, puis c'est ça que j'ai connu, c'est ceux qui avaient à perdre des choses. Ceux qui ont gagné des choses sont restés, mais ceux qui en avaient à perdre, puis chez nous, bien, les gens avaient beaucoup à perdre. Ils n'allaient pas devenir associés parce que le mot associé, bien, il allait devenir aboli. Il n'allait jamais être directrice générale. Il n'allait jamais pouvoir diriger une équipe. Il n'allait jamais pouvoir être... Tu sais, il n'y a plus de junior, senior chez nous. Tu sais, la stagiaire a autant de pouvoir sur le client que celle qui a un peu plus qui est maître Jedi versus Padawan. Padawan a autant de pouvoir sur le client que le maître Jedi. Donc, ils ont perdu énormément, puis on a eu 100 de taux de roulement à cause que j'ai des gens qui ont perdu. C'est pas vrai qu'ils ont gagné. Tu sais, dans mon cas, c'est pas vrai qu'ils ont gagné. Moi, j'ai gagné. Pour ça, je suis pas partie. Mais eux, les gens ont énormément perdu. Puis, tu sais, si vous avez une crainte en passant là, de vos gens, dites-vous que ceux qui vont partir, ça va être ceux qui vont perdre. Les autres, là, les gens de plancher, ils ont tout à gagner. Ils n'ont jamais espéré plus. Ceux, par contre, qui espéraient votre chaise, clairement, moi, je le savais. Là, j'avais 2 personnes qui étaient en liste pour ma chaise, puis on les a perdus. Mais, à travers ce chaos-là, je ne me voyais pas me dire, je vais retourner en arrière, puis je vais mettre un X sur ma famille.
Moi, en 2019, je ne peux pas croire qu'une femme ne peut pas reprendre une relève d'une entreprise familiale toute seule. Je pense que ça se fait, mais ça ne se fait pas dans un modèle hiérarchique traditionnel. Voilà. Oui, dernière question, juste après ça, on va faire la pause. Pensez-vous que c'est possible de le faire, parce que, mettons dans une entreprise, est-ce que toi, tu mettrais le modèle, mettons, mon entreprise, mettons, on a à peu près 15-20 personnes d'admin à l'interne, qu'on est plus dans un processus créatif. On a quand même une cinquantaine d'employés qui sont plus dans l'exécution. Mettons, mon couvreur, moi, je me vois mal, fais 31 heures, des litres de ton horaire, fais du 10 à 12. Comment c'est possible d'intégrer ce modèle-là, puis sache que Oui. c'est super intéressant. Et comment est-ce qu'on peut arriver et dire, mettons, on fait des 5 à 7 à 80 à tous les mois, as-tu vu des intégrations dans un type de business, mettons, construction, des trucs comme ça? Oui. Ça s'applique? Bien, ça s'applique, mais la première chose que vous devez distinguer, c'est la culture de l'entreprise et votre structure organisationnelle. La culture de l'entreprise, chez nous, c'est les horaires, c'est le plaisir, ça part de mes valeurs. Ma structure organisationnelle, qui est l'entreprise responsabilisée. C'est pas... tu n'es pas obligé d'avoir une entreprise responsabilisée pour avoir une culture. Tu peux avoir une culture et être en mode hiérarchique. Donc, mes conditions de travail, moi, ça base sur ma culture, ça base des besoins de l'entreprise. Clairement, je ne pense pas que tu vas faire du 10 à 2 sur tes chantiers. Ça, clairement. Par contre, tu peux bâtir une culture qui ait du plaisir, etc. Il y a quelque chose à faire, mais ma recette ne s'applique pas chez vous, clairement. Responsabiliser, est-ce que le gars, le couvreur, peut venir décider de son... Ça s'applique-tu, un modèle responsabilisé? Bien, ça dépend, c'est quoi les parents. En dehors des horaires, bien, oui, ça s'applique, mais clairement, ta recette, c'est toi, tu as tes CCQ, que nécessairement, déjà là, en fait, même c'est le fun quand tu es CCQ parce qu'il n'y a pas de négociation. Donc, déjà là, en partant, tu as comme une facilité sur cet aspect-là. Mais tu vas pas... le modèle s'applique, mais mon modèle ne s'applique pas chez vous, clairement. C'est partir des principes qui est de dire, je laisse le pouvoir aux gens, je fais confiance aux gens, les leaders, chez nous, ils s'autonoment, par exemple. Donc, tu sais, ces principes-là s'appliquent, tu mets ta sauce, mais clairement, tu ne peux pas appliquer tout ce que j'applique, tu sais, clairement. Mais par contre, tes 5 à 7, si tu n'es pas capable de faire des 5 à 7, ben là, tu sais, c'est ça. C'est bon. OK, on entre dans un débat, on ouvre le dossier. Merci beaucoup, Catherine. Vraiment intéressant. Vraiment.